Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Serge Dupuis, historien professionnel offrant des services de recherche, d'écriture, de formation et d'accompagnement, et membre associé à la chaire pour le développement de la recherche sur la culture d'expression française en Amérique du Nord, la CEFAN, de l'Université Laval. Ma communication s'inspire d'un chantier entrepris en 2016 pour retracer l'histoire de l'immigration de langue française et des politiques fédérales en immigration francophone. Le chantier a été financé par le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada, mais la recherche dans les archives fédérales et l'interprétation que je vous fournis aujourd'hui m'appartiennent, sans ingérence de la part du bailleur de fonds. J'ai choisi la question du lien de l'État fédéral à l'immigration francophone parce qu'on y retrouve un exemple probant qui illustre, comme le soulignent Michael Trebilcock et Nanette Kelly, la tension entre la liberté de mouvement et l'intégration à une communauté, ou plutôt dans le cas canadien, à l'une des deux sociétés d'accueil. La manière par laquelle on trace les marges de la cité, pour citer Martin Paquette, s'avère un reflet des préoccupations et des espoirs tout à fait subjectifs de la société haute. Le présent congrès de l'IHAF nous appelant à cerner l'importance de l'événement dans l'histoire, mon intervention se déroulera autour de la politique sur le multiculturalisme, introduite en octobre 1971 et qui souffle 50 bougies ce mois-ci. Dans les 2 siècles qui s'écoulent entre le traité de Paris et l'adoption de la loi sur les langues officielles, les immigrants de langue française s'installant au Canada arrivent au compte-gouttes. Après la Deuxième Guerre mondiale, un seul immigrant sur 20 peut s'exprimer dans la langue de Molière, malgré le fait que le Canada reconnaisse, depuis 1948, les Français comme des candidats privilégiés à l'immigration, au même titre que les Britanniques et les Américains. Le défi, rappelle Yves Frenette, n'est pas que le Canada n'atteint pas l'imaginaire des Français, car l'ambassade à Paris reçoit près de 5000 demandes de renseignements par mois en 1952. En fait, la République française a plutôt besoin d'ouvriers pour reconstruire l'Europe et limite les sommes d'argent que ses citoyens peuvent transférer à l'étranger. Puis le Dominion du Canada se méfie de l'entrée sur son sol de communistes ou d'anciens collaborateurs nazis. La donne commence à changer après l'installation d'une délégation du Québec à Paris en 1961, puisque la mobilité des étudiants et des coopérants francophones est encouragée tant par Québec que l'Élysée. La donne change aussi au sein de l'État fédéral pendant la Commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. Dirigée par André Laurando et Davidson Dunton, la Commission recommande l'adoption de politiques de reconnaissance et d'autonomie pour les francophones du pays. La loi sur les langues officielles de 1969 constitue une première mesure pour reconnaître l'égalité de statut du français au sein des ministères et des agences fédérales. Puis, la plupart des provinces acceptent de formaliser la dualité institutionnelle en éducation. Cela étant dit, la reconnaissance d'un statut particulier pour le Québec ou d'une dualité sociétale au Canada s'avère plus nébuleuse. La vision utopique du premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau pour un bilinguisme, voire même un multilinguisme intégral chez les Canadiens, est confrontée à des réalités inéluctables. La majorité des Canadiens sont des francophones ou des anglophones unilingues qui vivent dans des régions où les langues ne sont pas véritablement en contact. D'ailleurs, le bilinguisme officiel est déjà beaucoup avalé pour des électeurs à l'extérieur de la ceinture bilingue entourant le Québec. Et certains groupes ethniques, dont les Ukrainiens des prairies, par exemple, demandent à leur tour des politiques de reconnaissance. L'immigration a une incidence directe sur la démographie francophone, mais les élites intellectuelles et politiques du Canada anglais viennent seulement de tourner la page dans la première moitié du 20e siècle sur les politiques visant explicitement l'assimilation des jeunes Canadiens français et acadiens. À partir des années 1960, elles épousent plutôt la métaphore d'une mosaïque canadienne, où la diversité fera l'unité. L'aménagement d'une certaine autonomie pour l'État québécois, puis de politiques de reconnaissance limitées pour les Franco-Canadiens, peut s'inscrire dans ce cadre d'interprétation canadien. Trudeau est connu pour son hostilité au nationalisme québécois, mais la tradition du compromis politique qui traverse les gouvernements fédéraux depuis 1867 explique autant, si pas plus, son action dans le domaine du vivre ensemble. Si la commission Laurando-Dunton rejette la reconnaissance des langues régionales, elle hésite à recommander une manière d'instituer la dualité nationale. Vu l'absence d'action concrète en faveur du biculturalisme, je cite ici Valérie Lapointe-Gagnon, la voie demeure libre pour d'autres propositions. Se sentant obligé d'agir avant la fin de son premier mandat, Trudeau dépose une politique sur le multiculturalisme en octobre 1971 dans laquelle il affirme: bien qu'il y ait 2 langues officielles, il n'y a pas de culture officielle au Canada.
Il est donc essentiel que tout Canadien, quelle que soit son origine ethnique, puisse apprendre au moins l'une des deux langues dans lesquelles le pays conduit les affaires publiques. Le multiculturalisme dans un cadre bilingue apparaît au gouvernement comme le meilleur moyen de préserver la liberté culturelle des Canadiens. Une politique de ce genre devrait permettre de réduire la discrimination et la jalousie qu'engendrent les différences de culture. La politique que j'annonce aujourd'hui tient compte des revendications des autres collectivités culturelles qui, en tant qu'élément essentiel du Canada, disent mériter que le gouvernement les aide à prendre part à la vie régionale et nationale, conformément à leurs traditions, mais dans un esprit nettement canadien. Fin de citation. Même si la politique se réfère à l'apprentissage d'au moins une des deux langues officielles pour participer aux affaires publiques du Canada, sa formulation, qui dépasse les recommandations de la commission Laurendeau-Dunton, est vécue comme un affront à la dualité nationale, ou comme le dit le premier ministre du Québec, Robert Bourassa, je le cite, « difficilement compatible avec la réalité québécoise ». En milieu francophone minoritaire, on craint plutôt d'être réduit à un groupe culturel parmi tant d'autres. Quelle incidence la politique sur le multiculturalisme a-t-elle sur les politiques d'immigration? Au départ, aucune. Depuis 1967, la grille de points évaluant les candidats à l'immigration s'inscrit dans une lutte à la discrimination, puisqu'elle écarte de sa liste de critères les origines nationales, raciales ou religieuses et attribue un poids considérable aux compétences professionnelles des candidats en fonction de leur utilité au marché du travail. Faut-il le rappeler, le ministère fédéral porte à l'époque le nom de ministère de la main-d'œuvre et de l'immigration. Cette nouvelle grille atteint son objectif d'augmenter le poids des candidats venant de pays en voie de développement, qui passe de 14 à 33 entre 1961 et 1971. Pourtant, cette grille qui se dit neutre n'attribue que 5 points sur 100 à la connaissance de chacune des langues officielles. Du jour au lendemain, la grille réduit la taille du contingent d'immigrants français. Celui-ci, qui comprenait plusieurs ouvriers jusqu'en 1966, dégringole d'un taux d'à peu près 8 000 par année à moins de 3 000 en 1971. Autrement dit, les efforts du Québec pour stimuler l'immigration française sont contrecarrés par la grille qui aggrave le problème de la contribution disproportionnée de l'immigration à l'anglophonie. En avril 1972, la situation attire l'attention de l'éditorialiste au devoir Claude Lemelin, qui dit chercher en vain, et je le cite, la volonté politique qui pourrait amener Ottawa à francophoniser sa politique d'immigration. Fin de citation. Le sous-ministre J.D. Desroches répond que de telles critiques occultent le fait que le bassin de candidats francophones est bien plus restreint que le nombre de candidats qui connaissent l'anglais sur la planète. Desroches concède cependant que la loi sur les langues officielles et la politique sur le multiculturalisme dotent l'État fédéral d'une obligation d'augmenter, et je cite, « the bilingual capacity of the Canadian population ». Le ministre Mitchell Sharpe se dit ouvert à en faire plus, puisque le renforcement des relations avec la France figure parmi les priorités de son gouvernement. 9 jours après l'éditorial de Lemelin, le ministère forme un comité ayant pour but d'entreprendre, et je cite Mitchell, une révision complète de nos opérations pour déterminer le potentiel de pays ou régions francophones. Fin de citation. Le directeur de l'immigration pour l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb, Benoît Godbout, aimerait développer ce qu'il appelle une Common Policy with the Province of Quebec, afin d'optimiser l'attraction de candidats francophones. Au départ, les fonctionnaires fédéraux sont enthousiastes à l'idée d'introduire la vérification des antécédents dans l'ensemble des pays africains où le Canada est présent et de suspendre l'exigence de visa pour les pays membres de l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ancêtre de l'Organisation internationale de la francophonie. L'attaché à Paris voit une opportunité de puiser, je le cite, dans le réservoir humain de l'Afrique francophone. Fin de citation. On profite aussi de ce prétexte pour augmenter le personnel affecté au Bureau d'immigration en France et bonifier son programme de stage qui attire peu de coopérants français depuis que le Québec a créé un programme à lui. C'est le principe d'équité entre les pays du Commonwealth et les pays de la francophonie qui guide les premières réformes administratives. Selon l'agent P. Plot, je le cite, « Si notre politique d'immigration est universelle, il faudrait s'assurer que nos programmes et procédures reproduisent ce caractère d'universalité dans la francophonie. » C'est plus facile à dire qu'à faire, puisque la Gendarmerie royale canadienne prendra des années
pour installer les processus de vérification dans la vingtaine de pays où le Canada espère enclencher des courants d'immigration francophone. La levée des barrières administratives pourra régler des obstacles, mais peut-être seulement sur les marges, car on constate que la grille de points qui favorise la venue de candidats instruits repousse des candidats non qualifiés francophones que l'on attirait seulement quelques années plus tôt. D'ailleurs, le Canada n'est pas la seule destination pour les élites instruites et plusieurs candidats d'Europe optent plutôt pour migrer vers un pays voisin de la communauté économique européenne. Qu'on soit à Strasbourg, Rabat ou Port-au-Prince, les fonctionnaires fédéraux qui mènent des voyages exploratoires arrivent toujours à la même conclusion. Les chômeurs ne possèdent pas les compétences pour se classer très haut dans la grille de points canadienne. Il faut donc se trouver des niches. Au Maghreb, on propose de cibler les expatriés français et les Juifs qui cherchent à quitter la région dans un avenir rapproché. Même chose pour l'élite ayant une connaissance du français au Vietnam que les Américains sont en train de quitter. Même chose aussi pour des candidats formés à la française en Guadeloupe ou en Martinique, prisés au lieu d'Haïti. Les fonctionnaires affectent même du personnel additionnel au Bureau canadien d'immigration à Boston et à la Nouvelle-Orléans afin de raviver le vieux rêve de rapatrier des Franco-Américains. Autrement dit, le bassin francophone a beau être petit, la grille de points de 1967 limite les efforts de recrutement du Canada à une tranche très étroite de candidats potentiels. On prend acte de cette contrainte en élargissant un programme de domestique des Antilles britanniques aux Antilles françaises, mais on craint toujours d'attirer plus de demandeurs d'asile. Le peu de points accordés à la connaissance du français est rarement remis en cause par les fonctionnaires fédéraux qui semblent les accepter comme étant neutres. Le Francophone Immigration Steering Committee, ou FISC pour faire court, continue de se renseigner, puisque le poids des francophones de langue maternelle française a glissé de 29 à 27 au Canada entre 1941 et 1971. Puisque, selon le sous-secrétaire d'État aux Affaires extérieures, A.E. Ritchie, le rapport d'un pays envers les étrangers est, je le cite, le prolongement à l'extérieur des intérêts et des aspirations de la société canadienne. C'est ainsi que le fisc se familiarise avec le concept de l'immigrant francophonisable. Mais au lieu de cibler celui qui parle une langue latine dans les Amériques ou qui est issu d'un pays où le français est présent, dont en Afrique, le fisc essaie plutôt de cibler des candidats instruits ayant appris le français comme langue seconde en Europe du Nord. Il poursuit lorsqu'il essaie d'expliquer cette mesure. Quebec welcomes skilled independent immigrants, but is not disposed to receiving large numbers of unskilled or semi-skilled nominated and sponsored relatives. Quebec may feel that the department is lowering its selection standards in an effort to see an increase in francophone immigration. On parle de formation et de tension sociale, mais la question d'inconfort interracial, pensé ou projeté, demeure dans le sous-texte des réflexions sur les qualités du candidat dit désirable. Et plus le fisc creuse, plus il se rend compte de la difficulté d'attirer des immigrants vers la société francophone. Selon les recherches auxquelles le comité a accès, il faut qu'un milieu au Québec soit francophone à 88 pour qu'il n'y ait aucune assimilation nette vers l'anglais. Sachant que les immigrants choisissent principalement Montréal, où les francophones comptent pour 60 de la population, les rapports de force linguistiques jouent contre l'adoption du français comme langue de vie chez les immigrants allophones. Il faudrait que le Québec attire 4 immigrants sur 5 vers la société francophone pour qu'elle maintienne son poids démographique. Et la tendance va plutôt dans le sens contraire. C'est en immigration que, je cite le ministère des Affaires extérieures, la crédibilité des politiques francophones du gouvernement est en jeu, alors que celle-ci, je cite toujours, a servi jusqu'à maintenant de façon disproportionnée les intérêts d'une communauté linguistique contre une autre. L'étude conclut donc d'une phrase choc. L'équilibre recherché ne sera manifestement obtenu que si la proportion actuelle des immigrants parlant français ou attirés par cette langue est radicalement accrue. Et la cible sera impossible à obtenir si l'on s'en tient aux moyens actuels. La même étude conclut qu'en plus des obstacles administratifs qu'il reste à lever, il faudra éventuellement procéder, je cite, à un examen de la grille de points, de façon à déterminer si le critère linguistique ne pourrait être valorisé davantage. Le fisc ne remet pas en question le principe d'universalité et de non-discrimination dans la grille, mais propose la lecture de ce principe, et je les cite, à partir des réalités sur lesquelles est fondé le Canada. Fin de citation.
Autrement dit, il faudrait que le ministère, mais aussi les politiciens libéraux qui ont conçu la grille des points, en viennent à une autre lecture de l'universalité. Le fisc tient sa dernière rencontre en juin 1974, sans qu'on en donne la raison, mais il semble probable qu'il ait été dépassé par le temps politique. En mars de la même année, le ministre québécois de l'Immigration, Jean Bienvenu, fait une sortie, se disant tanné de diriger ce qu'il appelle un micro-ministère, qui ne compte pas plus que 7 agents répartis entre Paris, Rome, Athènes et Beyrouth. Bien qu'il soit libéral, Bienvenu perd confiance en la capacité de l'État fédéral de renverser la tendance en immigration francophone. Étant donné que l'article 95 de la loi constitutionnelle de 1867 stipule que l'immigration est une responsabilité partagée, Bienvenu en propose une nouvelle interprétation qui permettrait aux agents québécois de revoir les dossiers des candidats à l'immigration et d'émettre des recommandations à la lumière des besoins économiques et culturels du Québec. Le ministre, dis-je, fédéral, Robert Andras, demande d'abord à ses fonctionnaires de développer des mécanismes de cohabitation entre les agents fédéraux et les agents québécois à l'étranger. En octobre 1974, des fonctionnaires fédéraux reconnaissent qu'au-delà de ce que le ministère fédéral a pu faire depuis 1969, un effort spécial, l'expression est la leur, sera nécessaire pour stimuler l'immigration francophone. Le 28 février 1975, dans une note confidentielle que les fonctionnaires fédéraux adressent au Conseil des ministres, ils se montrent exaspérés. Je les cite. Malgré les efforts déployés par le gouvernement fédéral pour recruter des immigrants francophones, surtout au cours des 10 dernières années, la proportion de l'élément francophone du mouvement d'immigration au Canada a diminué de 6 en 1968 à un peu moins de 4 en 1973 par rapport à l'ensemble du mouvement des personnes venues de l'étranger. Compte tenu du rôle que l'immigration pourrait jouer à l'égard de la conservation du caractère bilingue du Canada, le présent mémoire recommande la mise au point de nouvelles initiatives visant à stimuler l'immigration francophone. C'est la fin de la citation. Le ministre Andras recommande que le gouvernement fédéral, je le cite, aide le gouvernement du Québec à mettre en œuvre des programmes de recrutement et d'autres activités conformes à la politique et à la législation. Fin de citation. Cela mènera à la première dévolution de pouvoir en immigration vers Québec, mais pas à la révision de la grille de points. En juin 1975, l'agent fédéral Raoul Grenier refuse d'augmenter le nombre de points accordés aux candidats unilingues francophones, sous prétexte que cela pénaliserait les candidats qui connaissent les 2 langues officielles. Le départ à la retraite de Grenier l'année suivante entraîne la suspension du dossier fédéral de l'immigration francophone. Une seconde entente conclue avec le gouvernement péquiste en 1978 permettra à Québec d'accorder jusqu'à 12 points pour le français et 2 points pour l'anglais dans sa grille de sélection. Une troisième entente en 1991 laisse à l'État québécois la liberté de choisir la totalité de ses immigrants économiques. L'État fédéral se réserve alors la réunification familiale et les réfugiés, qui comptent pour environ 4 immigrants sur 10 au Québec. Le ministère fédéral rouvre le dossier de l'immigration francophone au tournant du millénaire, alors que les communautés francophones hors Québec cherchent à redynamiser leur société civile. Il faudra 2 décennies pour établir des comités d'orientation avec les communautés, sensibiliser les agents fédéraux à l'étranger aux réalités en milieu minoritaire francophone, développer des partenariats avec les provinces qui se sont aussi dotés de ministères de l'immigration depuis 1991, et développer des mécanismes d'accueil dans 14 villes identifiées en 2019 comme étant des localités francophones accueillantes. C'est ainsi que l'État fédéral est parvenu à s'imaginer un rôle complémentaire à celui de l'État québécois en matière d'immigration francophone. En conclusion, l'avènement de la politique sur le multiculturalisme d'octobre 1971 est révélateur d'un malaise sur les rapports de force entre l'anglais et le français au Canada. Malaise qui la précède, mais qui la suit aussi. On peut tracer une ligne directe entre cette politique, l'utopisme du bilinguisme canadien, la désillusion vis-à-vis des réelles marges de changement possibles dans les rapports de force linguistiques et l'émergence d'une pluralité d'acteurs gouvernementaux engagés à des degrés variables envers l'attraction et la rétention des immigrants de langue française. Sur ce, j'attends vos questions et je vous remercie de votre attention.